Bonsoir et bienvenue à cet atelier T-Plume. Nous continuons sur le thème de la couleur et ce soir je vais avoir le plaisir de vous parler de l'œuvre de Marcel Pagnol et notamment ce qu'il a intitulé Les souvenirs d'enfance. Marcel Pagnol a écrit à partir de 1952 un certain nombre d'ouvrages, 4 ouvrages en fait, qui vont s'étaler de 1952 à 1974. 4 ouvrages qui vont relater ses souvenirs d'enfance. Ses souvenirs d'enfance, c'est avant tout la période de la petite enfance, où il va nous raconter ce qu'il en a été de cette enfance, de sa naissance. Et puis ensuite, donc ça il va en parler dans 2 magnifiques livres qui sont La gloire de mon père et Le château de ma mère. Et par la suite, eh bien, il va nous parler de son adolescence, de son entrée au lycée, sachant que son père était un instituteur républicain, et que Marcel Pagnol, qui va être le premier de la famille à rentrer au lycée, sera considéré comme le génie de la famille, et tous les espoirs de son père seront remis entre ses épaules. Après le temps des secrets viendra le temps des amours. Et là, bien évidemment, il va nous parler, entre autres, de ses premiers amours, mais aussi, il va parler il va raconter une histoire, en fin de compte, qui est l'histoire de la peste à Marseille. Ce qui est intéressant dans son livre Les souvenirs d'enfance, c'est l'avant-propos qu'il va donner. Et dans cet avant-propos, Marcel Pagnol, qui a été d'abord un homme de théâtre, qui a d'abord écrit pour le théâtre dans les années 20, et puis ensuite qui a été un des premiers à mettre en œuvre des films pour le cinéma parlant, eh bien Marcel Pagnol va passer donc de la pièce de théâtre à l'écriture en prose. Et d'ailleurs, c'est la première phrase qu'il écrit dans son avant-propos. Voici que pour la première fois, si je ne compte pas quelques modestes essais, j'écris en prose. Et là, dans cet avant-propos, il continue à narrer, et surtout à nous parler de ces 3 genres littéraires qu'il connaît bien: la poésie, qui est chantée, le théâtre, qui est parlé, et la prose, qui est écrite. Il faut savoir que Marcel Pagnol va commencer dans sa jeunesse, dans son adolescence, à écrire de la poésie. C'est d'ailleurs ce qu'il va retracer dans le temps des amours. Il commence déjà à faire quelques poésies dans le temps des secrets, et puis dans le temps des amours, eh bien, il va parler de cette poésie, et il va même faire des billets d'amour pour les destiner aux galantes de ses petits copains, qui vont être toutes ravies. Et il y a un passage fameux là-dessus dans le temps des amours. Ensuite, eh bien, c'est un homme de théâtre. Et pour l'homme de théâtre, eh bien, ce qu'il entend par le théâtre et parler, c'est que cette fois-ci, dans ce théâtre, le style d'un auteur dramatique est dans le choix des personnages, dans les sentiments qu'il leur prête, dans la démarche de l'action. Quant à sa position personnelle, elle doit rester modeste. Qu'il se taise. Dès qu'il veut faire entendre sa propre voix, le mouvement dramatique tombe. Qu'il ne sorte pas de la coulisse. Nous n'avons que faire de ses opinions. S'il veut les formuler lui-même, ses acteurs nous parlent pour lui, et ils nous imposeront ses émotions et ses idées en nous faisant croire que ce sont les nôtres. Donc, à travers les acteurs, c'est effectivement le scénariste qui va parler, qui va indiquer quelles sont les émotions qu'il veut faire passer. Et puis parfois, eh bien, les scénaristes le savent bien,
le scénario peut être changé à la dernière minute par les acteurs eux-mêmes. La position de l'écrivain est sans doute la plus difficile. Ce n'est plus Rému qui parle, c'est moi. Par ma seule façon d'écrire, je vais me dévoiler tout entier. Et si je ne suis pas sincère, c'est-à-dire sans aucune pudeur, j'aurais perdu mon temps à gâcher du papier. Il va donc falloir sortir des coulisses et m'asseoir en face du lecteur qui me regardera fixement pendant 2 ou 3 heures. Voilà une idée bien inquiétante et qui m'a longtemps paralysé. Cependant, j'ai examiné l'autre face de la question. Et là, eh bien, Marcel Pagnol parle du spectateur qui vient au théâtre, qui porte le col, qui porte la cravate, qui porte le costume, et qui a payé, effectivement, pour venir au théâtre, mais il n'a pas payé, il paye plutôt pour aller chez le metteur en scène, chez le scénariste. Tandis que dans le livre, eh bien, le spectateur, donc le lecteur, reste chez lui, et cette fois-ci, eh bien, il va y avoir un face-à-face entre l'écrivain et le lecteur. Et en fait, c'est le lecteur qui a choisi également de prendre le livre, et donc il va inviter l'auteur à venir chez lui. C'est cette fois-ci à l'inverse, donc l'auteur qui va aller chez le lecteur. Il va le lire en silence, installé dans le coin qu'il aime, entouré de son décor familier. Il va le lire seul et ne supportera pas qu'une autre personne vienne lire par-dessus son épaule. Il est sans doute en robe de chambre ou en pyjama, sa pipe à la main, sa bonne foi est entière. Ça ne veut pas dire qu'il aimera ce livre. Il va peut-être à la 30e page hausser les épaules, il va peut-être dire avec humeur « je me demande pourquoi on imprime de pareilles sottises ». Mais l'auteur ne sera pas là. Et il n'en saura jamais rien. Sa famille et quelques amis fidèles auront tendu devant ses yeux un rideau d'éloges qui tempère la chaleur du four. Et oui, l'auteur... et donc là, on est dans les années 50, quand Marcel Pagnol va commencer à éditer les souvenirs d'enfance, enfin un peu plus proche même des fin des années 50, début des années 60. Et donc, l'auteur va avoir toute sa famille autour de lui, tous ses amis qui vont lui dire « mais c'est merveilleux ce que tu as fait, c'est extraordinaire ». Il n'aura pas le lecteur en face de lui. Aujourd'hui, donc près de 50 ans plus tard, un demi-siècle plus tard, eh bien l'auteur se confronte à son public, vient faire des conférences littéraires sur les ateliers Plume, et il va également être confronté à son public via Internet, via la télévision, via des médias qui vont permettre de supprimer cette barrière qu'il y a entre l'auteur et les lecteurs, quand l'auteur, cette fois-ci, veut bien s'y prêter. Là où Marcel Pagnol va annoncer la couleur de ses livres, de cet homme, c'est quand il nous dit « Dans les souvenirs, dans ses souvenirs, je ne dirai de moi ni mal ni bien. Ce n'est pas de moi que je parle, mais de l'enfant que je ne suis plus. C'est un petit personnage que j'ai connu et qui s'est fondu dans l'air du temps, à la manière des moineaux qui disparaissent sans laisser de squelette. D'ailleurs, il n'est pas le sujet de ce livre, mais le témoin de très petits événements. Cependant, c'est moi qui vais rédiger son récit. Il est bien imprudent, vers la soixantaine, de changer de métier. » Donc, Marcel Pagnol, qui est né en 1895, à la soixantaine, va se pencher sur ses années d'enfance. Et dans ses souvenirs d'enfance, ce qu'il va mettre en avant cette fois-ci, c'est le petit enfant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'on va voir naître, qu'on va voir grandir, qui va partager toute sa vie, tous ses sentiments à travers la campagne,
à travers la ville de Marseille, et à travers également les antagonismes qu'il pouvait y avoir, cette fois-ci au début du XXe siècle, entre les royalistes et les républicains, entre l'oncle Jules et son père. L'oncle Jules qui travaille à la préfecture et son père qui, lui, est instituteur. Donc la couleur, dans Marcel Pagnol, on va la voir à plusieurs niveaux. Tout d'abord, eh bien, la couleur, c'est un élément qui est primordial dans tous les descriptifs de paysages de Marcel Pagnol. Et la première phrase de ce livre, Souvenirs d'enfance, donc dans La gloire de mon père, il y a eu La gloire de mon père, après il y a eu Le château de ma mère, après Les souvenirs d'enfance, et Le temps des secrets, et pour finir, Le temps des amours. Dans le premier chapitre de La gloire de mon père, il raconte « Je suis né dans la ville d'Aubagne, sous le garlaban couronné de chèvres, au temps des derniers chevriers. » Donc là, c'est 1895, et si vous vous rappelez, j'ai parlé dans le premier atelier Plume d'Ernest Hemingway, Paris est une fête, où Ernest Hemingway nous disait que bien, les chevriers, en 1925, venaient à Paris et que les gens pouvaient se servir directement le lait de chèvre au pis des chèvres. La tour est un peu plus large que haute, mais comme elle sort du rocher, à 600 mètres d'altitude, elle monte très haut dans le ciel de Provence, et parfois un nuage blanc du mois de juillet vient s'y reposer un moment. Ce n'est donc pas une montagne, mais ce n'est plus une colline. C'est Garlaban, où les guetteurs de Marius, quand ils virent au fond de la nuit briller un feu sur Sainte-Victoire, allumèrent un bûcher de broussailles. Cet oiseau rouge, dans la nuit de juin, vola de colline en colline, et se posant enfin sur la roche du Capitole, apprit à Rome que ces légions de Gaules venaient d'égorger dans la plaine d'Aix les 100 000 barbares de Teutopokus. Donc là, le décor est planté. Il est né effectivement dans cette région qui est très animée, qui est très ensoleillée, et déjà, ne serait-ce que dans ce premier paragraphe, les couleurs qu'il va annoncer vont être retrouvées au niveau du descriptif de tous les paysages. Sur tous les paysages sur lesquels qu'il va nous faire, tout au long de ces 4 tomes, eh bien, la couleur, c'est un élément qui est capital dans l'œuvre de Marcel Pagnol sur le paysage. Et ce sont des petites touches comme ça, tours de roches bleues, qui dominent la verte plaine de... donc là, à un moment donné, il dit « Garlaban, c'est une énorme tour de roches bleues, plantée au bord du pan de l'Aigle, cet immense plateau rocheux qui domine la verte vallée de l'Uvonne. » Et ces petites touches de couleur, c'est comme le peintre qui va nous dessiner au fur et à mesure un paysage, et on va voir des couleurs apparaître très doucement, très, je dirais, très calmement, et ce sont ces couleurs qui vont donner au paysage toute une forme extraordinaire.